Bonjour à tous. Donc, avant de débuter, je tenais à souhaiter personnellement la bienvenue à tous ceux qui sont présents et aussi à tous ceux qui nous suivent à distance sur Facebook. J'introduis cette cérémonie et je suis donc Pierre Baptiste, je suis directeur des études supérieures à l'École Polytechnique. Accessoirement, je suis aussi père d'une fille qui a une maîtrise en génie géologique et qui travaille à Paris, d'un garçon qui est ingénieur de génie chimique qui a une maîtrise des HEC qui travaille au Gabon, et d'un fils qui a une maîtrise en finance et qui travaille à Montréal. Donc je suis un peu vendu aux maîtrises. L'activité de ce soir vise justement à répondre aux préoccupations exprimées par plusieurs de nos étudiants qui s'interrogent sur la valeur ajoutée d'une maîtrise en génie. Qu'est-ce que ça peut apporter sur un CV? Nous avons pensé, principalement Maude qui organise cette soirée, que les meilleures personnes pour répondre à ces interrogations étaient finalement les employeurs eux-mêmes. Vous avez donc devant vous des employeurs de choix qui ont gentiment accepté de se joindre à nous ce soir. J'aimerais vous les présenter en commençant par la gauche et en essayant de ne pas me tromper. Donc, M. Alain Saint-Amand, diplômé d'un bac en génie mécanique de Polytechnique Montréal et directeur efficacité énergétique et développement durable en bâtiment chez WSP, anciennement connu sous le nom de Génivar. Exact. Merci. WSP est aujourd'hui l'une des plus importantes firmes de services professionnels à travers le monde. Ils offrent des services pour transformer l'environnement bâti et restaurer l'environnement naturel. À côté, M. Louis-Antoine Blais-Morin, diplômé d'un bac et d'une maîtrise recherche en génie électrique à Polytechnique. M. Blais-Morin est aujourd'hui spécialiste en vision numérique chez Genetec, un des chefs de file en matière de systèmes de sécurité sur IP. Ensuite, M. Martin Garon, diplômé de Polytechnique, d'un bac en génie physique et d'une maîtrise et d'un doctorat en génie biomédical. M. Garon est aujourd'hui président et cofondateur de Biomomentum, une compagnie qui se spécialise dans les solutions pour l'évaluation biomécanique des tissus, des biomatériaux et du cartilage. M. Marc-André Tessier, ingénieur junior en transport au ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports du Québec. Marc-André a terminé une maîtrise recherche en génie civil en 2015 sous la direction de la professeure Catherine Morancy. Marc-André a été invité à titre de récent diplômé et non comme employeur, pas encore, afin de vous partager son expérience de cheminement. Finalement, M. René-Jean Lavallée, diplômé d'un bac et d'une maîtrise en génie chimique à Polytechnique, aujourd'hui président fondateur de Valtech Énergie, une compagnie qui offre ses services de consultation et qui propose des solutions techniques complètes en génie énergétique, en combustion et en matière d'analyse et d'optimisation des procédés thermiques et industriels. Enfin, ce panel d'une grande qualité sera animé par Mademoiselle Bouchra Watik, diplômée d'un bac en génie physique de l'École Polytechnique et d'un certificat en journalisme de l'Université de Montréal. Mademoiselle Watik a été récipiendaire en 2011 de la bourse Fernand Séguin qui lui a permis de réaliser des reportages pour l'émission de Radio Les Années-Lumière et l'émission Découverte à Radio-Canada, de même que pour le Coste Chastenay à Pixcom Télé-Québec et la presse. Elle est aujourd'hui journaliste pour l'émission scientifique Découverte à Radio-Canada et c'est avec plaisir que nous la recevons aujourd'hui. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation, ici et à distance. C'est un réel plaisir d'accueillir nos diplômés pour cet événement. Alors, bonjour à tous, bienvenue à cette table ronde donc, sur la valeur ajoutée d'une maîtrise en génie. Merci aux panélistes d'être présents ce soir. Alors, donc, plusieurs d'entre vous, aujourd'hui, vous êtes ici parce que soit vous êtes inscrit dans une maîtrise ou vous envisagez de le faire et vous vous demandez si c'est la bonne décision. Donc, on espère que vous trouverez des réponses à vos questions avec les réponses de nos panélistes. Donc, pour d'abord comprendre un peu l'expérience avec une maîtrise en génie. Donc, on a un récent diplômé ici, Marc-André Tessier. Donc, vous avez, en 2013, décidé de faire une maîtrise alors que vous aviez une très bonne moyenne au baccalauréat, 3,85 sur 4. Donc, vous auriez pu vous trouver facilement un emploi après votre bac, mais vous avez décidé de faire une maîtrise quand même. Donc, qu'est-ce qui a motivé votre décision d'aller vers une maîtrise plutôt que d'aller sur le marché du travail? Bien, tout d'abord, moi, à la fin de mon bac, j'avais l'impression que je n'avais pas toutes les connaissances pour travailler dans mon domaine.
J'ai décidé de faire quelque chose qui s'appelait à ce moment-là un BMI, un bac maîtrise intégrée, ce qui me permettait, dans le fond, de sauver un peu du temps aussi sur la maîtrise. Puis, j'ai vraiment décidé d'embarquer dans l'aventure comme ça en me disant, ben je ne sais pas si ça va être super utile la maîtrise, mais j'ai besoin de plus de connaissances. Puis, j'avais l'impression que je voulais plus prendre ces connaissances-là dans un cadre universitaire que peut-être chez un employeur. Et finalement, j'ai vraiment adoré l'expérience. Puis, je pense que je recommanderais à tout le monde de faire la même chose. Très bien. Et donc, pour voir l'autre côté de la médaille, pour les employeurs qui sont ici aujourd'hui, pour vous, qu'est-ce que vous considérez, pourquoi vous considérez pour un poste une personne qui a une maîtrise plutôt qu'une personne qui a un doctorat? Quel est l'avantage de la maîtrise? D'une maîtrise par rapport à un doctorat ou par rapport Pardon, je voulais dire un baccalauréat. Oui, exact. Donc, qu'est-ce qui vous fait que vous favorisez une personne avec une maîtrise plutôt qu'un baccalauréat pour un poste en particulier? Alors, de notre côté, c'est une très bonne question que nous autres, comme firme, qu'on se pose en continu. Parce qu'évidemment, la comparaison se fait que quand quelqu'un gradue du bac qui est disponible versus quelqu'un de la maîtrise, évidemment, si on compare quelqu'un de moyenne, disons, de 23 ans versus de 25 ans, c'est sûr qu'on essaie d'éviter de faire un comparable entre les deux, parce qu'évidemment, il y a un net avantage au niveau de la personne qui a fait la maîtrise. 2 ans de plus, donc un 10 de vie de plus, et évidemment une compétence bien ciblée. Ce qu'on essaie de voir, nous autres, donc, chez WSP, donc on fait, comme mentionné initialement, de l'expertise conseil. On parle de 36 000 employés chez nous, donc une firme québécoise ici avec plusieurs bureaux. Ce qu'on recherche avant tout, évidemment, quelqu'un qui va pouvoir être rapidement fonctionnel. Donc, on va faire un comparable de quelqu'un qui a fini un bac avec un 2 ans, par exemple, chez nous, versus quelqu'un qui arrive d'une maîtrise, que ce soit la maîtrise cours ici ou la maîtrise recherche. Évidemment, notre problématique, peut-être contrairement à mes confrères, nous autres, donc, on est sous forme d'honoraires, donc des entreprises sous toute forme, que ce soit des petites, donc du commercial ou de très grosses entreprises industrielles, hospitalières et autres, nous donnent des mandats. Donc, principalement, donc, moi, je pilote au niveau efficacité énergétique et développement durable, qui inclut tout ce qui est le commissioning. Évidemment, nous donne des mandats qui peuvent être des très petits mandats, donc de quelques heures, de quelques jours, à de méga mandats qui peuvent durer sur une longue période de plusieurs années. Donc, nous autres, on ne peut malheureusement pas permettre une formation à l'interne à même les honoraires parce que le client nous paie pour obtenir un résultat. Donc, il nous engage pour avoir un résultat immédiat. Donc, il présuppose, avec raison, que la personne a une compétence pour réaliser le mandat qui nous est donné. Donc, ce qui fait que nous autres, de notre côté, est-ce qu'on préconise la maîtrise versus le bac? C'est oui. Ça donne à la base une clé supérieure. Est-ce que c'est la seule entrée? C'est non. Donc, pour moi, c'est vraiment une clé. On a vu des candidats qui sont arrivés avec un bac et j'ai l'opportunité dans mon groupe d'avoir tous les classes. Comme je mentionnais, en intégration, j'ai des personnes qui sont arrivées avec du bac, soit efficacité, développement durable, des maîtrises recherche, maîtrises cours. Donc, on peut vraiment voir, malheureusement, d'autres universités aussi, à travers le Québec et dans le monde. Et on peut vraiment faire des comparables. Et ça dépend évidemment beaucoup de l'individu. Donc, dans les années, donc, j'apprécie qu'on n'a pas donné les années de graduation. Donc, je pense que c'est peut-être moi qui a le record au niveau du délai. Et il y a un immense changement parce qu'il y a une bibliothèque mondiale maintenant qu'on n'avait pas donc, il y a quelques années quand j'ai gradué, qui s'appelle Internet. Évidemment, de ce que j'ai gradué, Internet n'existait pas. Et on était plus limité dans les informations qu'on désirait obtenir. Et c'était principalement donc par la vocation d'une maîtrise ou par la bibliothèque centrale. Donc, on remarque que des jeunes qui arrivent avec... J'ai une jeune qui vient d'être diplômée d'ici l'année dernière et qui a fait donc une maîtrise recherche en simulation énergétique et elle a découvert que c'était vraiment son cheminement. Et on a eu un poste de simulateur énergétique ouvert. Donc, ça a bien coïncidé. Elle était fonctionnelle d'une façon incroyablement rapide et dès ses premiers temps, elle était déjà donc
en honoraire et une satisfaction client très rapide. D'autres ont eu une vocation plus évasive. Donc, d'une façon générale, ce qu'on peut recommander, c'est que le bac, pour nous, c'est apprendre et apprendre, mais tandis que la maîtrise permet une orientation, une spécialisation, qu'on voit une démarcation, à moins que si la personne termine un bac, bien là, il va falloir qu'il intervienne énormément hors bureau pour parfaire, connaître certains logiciels, connaître certaines spécifications que la maîtrise aura apportées, parce qu'évidemment, il va falloir qu'il fasse ses bouchées doubles. À moyen terme, comment que les personnes vont pouvoir s'établir? Seules ces personnes-là, ça dépend toujours de la volonté de l'individu. C'est sûr que notre recommandation, oui, c'est un plus, surtout s'ils peuvent le trouver dans une orientation qui les intéresse à la base. Je vais amener peut-être un point qui ne ressemblera pas tout à fait à ce que vous venez d'apporter, parce que dans la compagnie où je travaille, où on fait beaucoup de logiciels de vidéosurveillance, des gens qui ont un cycle supérieur, il n'y en a pas tant que ça. Alors, il y a la grande majorité des employés qui sont issus du génie informatique ou de l'informatique vont faire du travail de développement de logiciels qui se fait très bien avec les connaissances qu'on a apprises au bac en génie informatique. Je travaille dans un groupe personnellement où on essaie de développer des logiciels de vision numérique, ça veut dire essayer de faire comprendre qu'est-ce qu'il y a dans les images issues de la vidéosurveillance et puis essayer d'extraire des informations qui viennent de là. C'est des technologies qui prennent des connaissances au niveau d'intelligence artificielle, là, qui est très à la mode ces temps-ci. Et puis, pour réussir les défis que nos clients nous demandent, il faut inventer des choses, inventer des technologies qui n'existent pas aujourd'hui. Puis pour faire ça, on a besoin d'utiliser une démarche qui ressemble beaucoup à la méthode scientifique qu'on utilise à la maîtrise recherche. Alors pour ces postes-là en particulier, on cherche des gens qui vont faire de la recherche et développement, et puis on cherche des gens qui ont un profil scientifique qui souvent est développé au niveau maîtrise et doctorat. Alors pour certains postes en particulier, on veut quelqu'un de scientifique et c'est pour ceux-là qu'on est intéressé à engager des gens au cycle supérieur. Je pourrais rajouter à ça que pour nous, bien pour moi, lorsque je passe en entrevue quelqu'un qui a fait une maîtrise, par exemple recherche, bien je sais que c'est quelqu'un qui a pris un projet d'un certain moment, puis il l'a emmené sur une période de 18 mois, 24 mois, il a fait avancer le projet. Ça, vous n'apprenez pas ça durant le bac, c'est seulement durant la maîtrise où est-ce que tu apprends à amener un projet sur 24 mois à sa réalisation finale. Puis ce qu'on fait en entreprise, ben ce n'est pas des sessions de 4 mois, ben c'est un projet sur plusieurs années. Puis nous, tous les projets qu'on développe chez Biomomentum, c'est des projets sur plusieurs années. Donc, quand je vais chercher quelqu'un à la maîtrise ou au doctorat, bien, je sais que cette personne-là, elle a la volonté, puis elle a les aptitudes pour amener un projet mener à terme un projet de longue haleine. Donc, c'est la différence que je vois entre l'étudiant au bac et au cycle supérieur. Pour ma part, donc, en fait, Valtech Énergie est une firme qui est spécialisée dans l'optimisation des performances énergétiques des procédés industriels et des appareils de transformation énergivores de manière générale. Donc, notre domaine d'affaires fait en sorte qu'on doit effectuer des analyses assez poussées sur des installations existantes dans le but de les optimiser du point de vue de l'énergie. Donc, on aide en fait à accroître la productivité et à réduire les coûts de consommation, les consommations d'énergie de nos clients. Et donc, les analyses que l'on mène impliquent l'utilisation d'outils modernes de simulation numérique des procédés les analyses qui sont faites chez nous nécessitent des connaissances de pointe. Donc, on est une petite équipe, c'est de l'ingénierie de niche. On est 4 personnes techniques chez nous. Et donc, 2 d'entre nous avons une maîtrise et une 3e personne est actuellement en train de débuter une maîtrise ici à l'École polytechnique dans le domaine de la simulation numérique, dans le domaine de la CFD. Donc, les maîtrises que l'on a déjà et celles qui sont en cours de route sont tout à fait pertinentes dans notre domaine d'affaires. Ce sont des compléments en fait, les personnes qui sont allées chercher ces compléments d'expertise nous ont apporté
des formations qui étaient tout à fait pertinentes au jour le jour dans leur quotidien. Et donc, ils ont pu mettre à profit leurs expériences antérieures et leur formation pointue. Si je peux rajouter, ce que le commentaire de Martin, parce que c'est extraordinaire ce que tu mentionnes, nous autres, ce qu'on a remarqué pour notre entreprise, quelqu'un qui a fait une maîtrise recherche a beaucoup plus de difficultés. Parce que justement, a plus l'habitude et la méthodologie de partir d'un point et sur une longue période de pouvoir établir donc un point final, donc un livrable bien défini. De notre côté, notre problématique qu'on vit et les périodes d'adaptation sont l'inverse. Donc, ceux qui ont une maîtrise courte ont eu plus d'adaptation plus rapide parce qu'ils peuvent obtenir un mandat de 3 jours. Donc, à partir d'un point qui n'est pas l'origine et de pouvoir le livrer. Et des fois, la livraison se fait, n'est pas nécessairement à l'endroit où la personne voudrait que la livraison se réalise, mais bien qu'il faut respecter le besoin du client qui a un budget associé à ça. Et on aimerait, comme individu, comme ingénieur, de pouvoir le poursuivre. Mais, évidemment, il faut respecter les besoins autant monétaires qu'autres du client qui désire de l'arrêter. Donc, ces personnes-là ont beaucoup plus de difficultés sur du court terme, voudraient continuer, voudraient poursuivre, et on ressent une certaine frustration de leur part. Tandis que sur en cours, l'adaptation, puis il y a quand même une adaptation, est beaucoup plus rapide. Mais nos besoins font qu'on est obligé de respecter notre clientèle, qui peut être un propriétaire, un dentiste qui a un besoin très spécifique. Donc, notre intervention va être très ponctuelle. D'ailleurs, puisque vous en parlez, qu'est-ce que vous constatez en général, qu'est-ce que vous privilégiez entre quelqu'un qui a fait une maîtrise recherche ou une maîtrise professionnelle? Et est-ce que pour certains de vos postes, vous allez en privilégier un plus que l'autre? Est-ce que chacun a sa place dans l'entreprise? Bien, dans mon cas, mon choix, c'est la maîtrise recherche, évidemment. Maîtrise professionnelle, pour moi, tu as déjà fait, je ne sais pas, 120 crédits de cours au bac. Faire des crédits de plus, pour moi, c'est pas nécessaire, là, ce que je veux. Puis pour nous, c'est différent parce que nous, c'est les projets de recherche internes à l'entreprise. On ne fait pas de la projet de recherche. On fait, oui, des projets de recherche pour d'autres, mais c'est principalement pour nos projets internes, puis c'est des projets qui se déroulent. Mais les besoins des entreprises, c'est différent. Mm-hmm. Donc pour nous, c'est des projets de recherche, mais pour d'autres, ça va être différent, c'est clair. Ouais, dans notre cas aussi, ça serait un projet de maîtrise recherche qui serait le plus en demande pour l'équipe dans laquelle je suis, qui est l'équipe qui embauche des gens au cycle supérieur. Alors, en entrevue, on va poser des questions aux gens sur leur projet de recherche. Explique-moi ton projet de recherche et convainc-moi que tu le comprends très bien, que tu comprends le domaine autour de ça. Il faut qu'on voit que la personne s'est passionnée pour son projet, a vraiment très bien compris ce qu'elle a fait, parce que souvent, c'est des choses très complexes. Alors, si elles sont capables d'avoir bien saisi toutes les subtilités de leur projet, on a confiance qu'elles vont être capables de travailler sur des dossiers assez compliqués qu'on s'apprête à vouloir leur donner. On est ensemble au bac. Ouais. Donc, de notre côté, comme je mentionnais tantôt, je dirais que c'est les deux. La recherche, oui, mais il faut vraiment que l'individu va avoir cadré son choix sur une expertise de pointe qui correspond vraiment à nos attentes. Donc, il y a un facteur risque très élevé. La majorité de chez nous, ils ont plus donc, opté pour le cours ou qui est donc un mélange. Donc, on voit qu'ils ont une spécialisation, qu'ils soient en développement durable ou en efficacité énergétique, qui leur apporte un grand soutien au niveau du bac. Et à cet aspect-là, on voit qu'il va pouvoir être plus familier rapidement à toutes sortes d'interventions, à toutes sortes de niveaux, à toutes sortes de clientèles. Ce que je pourrais recommander de mon côté, on a l'opportunité de faire des embauches en continu. Quand je vous dis en continu, notre département a une difficulté d'embauche présentement due évidemment aux besoins principalement donc, du Québec, qui est au balbutiement de l'efficacité énergétique et du développement durable comparativement au Canada, aux États-Unis, évidemment, par rapport à l'Europe. Donc, on fait des embauches. Personnellement, j'embauche à tous les mois des nouveaux candidats et on se limite parce qu'on veut bien les intégrer. De maximiser, donc lorsque vous réalisez une maîtrise, de ne pas avoir honte, de vraiment le mettre à profit dans le CV.
des CV, on en reçoit une grande quantité, internationale, locale, et n'ayez pas peur de le mettre en vision. C'est sûr que c'est un apport important et souvent on a de la difficulté à le retracer ou à le voir parmi beaucoup de textes. C'est une grande valorisation, puis n'ayez pas peur de pouvoir vraiment l'intégrer dans votre document. Et vous, donc, maîtrise professionnelle ou recherche? Les deux peuvent être intéressantes, mais bon, vous avez compris qu'on est dans un domaine d'expertise de pointe, donc, très peu de domaines d'enseignement et de programmes existent pour combler un besoin, comme une entreprise comme la nôtre. Donc, en fait, effectivement, à l'École polytechnique, il existe une formation cours dans le domaine énergétique, en maîtrise, qui est tout à fait pertinente et qui pourrait produire des candidats pertinents pour Valtech Énergie. Par contre, il y a également un profil de maîtrise recherche qui d'ailleurs le candidat auquel je faisais référence tout à l'heure va pouvoir en bénéficier. Et donc, ça va le former dans le domaine de la simulation numérique des procédés. Donc, on va bénéficier de l'offre de programme de l'école à ce niveau-là. Donc, une maîtrise recherche pour un candidat qui aurait pu choisir un programme d'études ou un sujet de recherche, disons, compatible avec notre domaine d'affaires, ça peut tout à fait aussi être pertinent et intéressant pour nous. Et Marc-André, qu'est-ce qui vous a motivé à choisir l'un plus que l'autre dans votre cas? Bien, moi, pour l'histoire courte, là, quand même, parce que moi, quand j'ai décidé de faire un BMI, là, j'étais à la date de limite. Dans le fond, j'étais le jeudi, il fallait remettre ça pour le vendredi. Puis là, je dis ça parce que je suis gradué, là, avec, je suis au-delà des règles, là, mais ça s'est réglé dans la fin de semaine, puis on a eu le droit jusqu'au lundi pour que ça marche. Là, mais moi, dans le fond, initialement, je m'étais inscrit à la maîtrise cours. Puis, je m'étais dit, bien, c'est des connaissances que je veux de plus. Puis, j'ai rien à perdre à m'inscrire à la maîtrise cours. Au pire, si j'ai une offre d'emploi, ben, je pourrais changer d'idée ou continuer la maîtrise professionnelle de soir. Tout se fait, là. Mais, vu que j'ai fait ça un peu rapidement comme ça, j'ai pas pu nécessairement faire le choix avant. Mais, en commençant la maîtrise cours, j'étais en contact avec des étudiants, avec des professeurs, avec des gens. Puis là, je voyais un peu ce que les autres faisaient à la recherche. Puis c'est beaucoup plus ça qui m'intéressait finalement. Il y a un mot-clé que un peu tout le monde dit depuis tantôt, c'est un des domaines d'expertise ou l'expertise de pointe. Puis quand on fait une maîtrise recherche, on devient, entre guillemets, l'expert de ce domaine-là. Parce que si on prend 2 ans à chercher sur quelque chose, une question, une solution, on devient celui qui s'est posé le plus la question normalement là, dans les derniers 2 ans. Fait qu'à quelque part, on devient un candidat expert. Puis, ben moi, c'est pas que je voulais absolument être expert, mais je réalisais que dans mon cheminement, c'était avec la recherche que j'allais pouvoir faire peut-être plus d'apprentissage que des fois des cours, on en a fait, comme on a dit à ma gauche, 120 crédits de cours. Bien là, je me dis, bien, j'en ai fait assez de cours. Je ne pense pas que je vais apprendre nécessairement plus dans les cours, surtout que j'avais fait le bac à Polytechnique, maîtrise à Polytechnique aussi. À un moment donné, c'est un peu toujours la même chose, je trouvais, pour mon domaine à moi. Puis je me suis dit, c'est vraiment avec une maîtrise que je vais être capable d'apprendre la coche au-dessus, entre guillemets. C'est pas juste de la recherche dans les livres. T'sais. On n'est pas juste en train d'apprendre sur Internet, OK, c'est quoi les nouvelles choses. Je lis des articles scientifiques en anglais. C'est aussi des rencontres. Puis moi, quand j'ai fait ma maîtrise, j'avais une motivation qui était double. Quand j'ai dit tantôt des connaissances, c'était aussi les contacts. Parce que s'il y a un apprentissage que tu fais, c'est pas uniquement dans les livres, comme j'ai dit, mais c'est surtout les gens que tu rencontres qui vont t'expliquer leurs connaissances, ou aussi qui vont être dans des entreprises qui ont de l'expertise, qui vont pouvoir te guider aussi, de dire c'est ça que je fais moi, c'est ça que je fais moi. Fait que là, ça donne des idées. Quand ton domaine d'expertise il est de pointe, il est vraiment précis, il est pointu plutôt, tu te ramasses avec un petit groupe. Dans le monde, les gens se connaissent. Au Québec, en tout cas, en transport, en planification et transport, les gens se connaissent, c'est une petite famille. Fait qu'à quelque part, quand tu fais cette maîtrise recherche-là, tu rencontres tous ces gens-là aussi, puis tu apprends beaucoup. Donc, c'est un peu ce qu'on m'a expliqué aussi au travers les collègues que j'ai rencontrés. Fait que quand j'étais à la maîtrise cours, j'avais comme l'impression peut-être que je manquerais ça.
Puis c'est pour ça aussi que j'ai décidé de changer puis de prendre la maîtrise recherche, qui est, comme on le dit aussi autour de moi, qui est quand même très reconnue pour, en tout cas au Québec, là, pour l'espèce d'habilité de mettre à terme des projets long terme, peut-être pas des projets plus ponctuels, mais des projets long terme. Tu sais, à la fin, tu produis quand même un mémoire qui est au-dessus de 100 pages. À la maîtrise courte, c'est pas aussi... c'est pas la même chose. C'est plus petit comme projet. Fait que tu es moins expert de ton projet, tandis qu'à la maîtrise recherche, tu as vraiment l'impression d'être expert. Puis ça, pour des gens que tu rencontres ou par après dans une entrevue, c'est sûr qu'on te connaît un petit peu. Ah, tu es celui qui a travaillé avec professeur Hick, que tout le monde connaît aussi au Québec. Puis voilà, ça te permet d'un peu faire ton chemin. Puis aussi de travailler dans quelque chose qui t'intéresse. Parce que ça ne veut pas dire qu'à la fin de ton bac ou à la fin de n'importe quelle étude avec diplôme, tu vas travailler dans quelque chose qui t'intéresse. Mais quand tu fais une maîtrise, recherche, puis que tu rencontres des gens dans des colloques, dans des conférences, dans des congrès, puis qu'ils se rappellent de toi, puis que tu veux travailler pour lui ou pour elle, bien, ils vont aussi se rappeler de toi, puis ils vont dire « Oui, Marc-André, moi, ben oui, je travaillerai avec toi. » Fait que c'est sûr que c'est plus facile aussi d'avoir le contact d'un employeur au lieu d'être sur Internet chez soi, puis d'envoyer des CV sur Internet, puis de ne pas être certain, là. Je peux me permettre de rajouter, Oui. c'est effectivement une immense opportunité en maîtrise recherche de développer un réseau de contacts, de se donner une visibilité, de se différencier comme candidat lorsqu'on emprunte ce chemin-là. Pour ma part, la maîtrise que j'ai faite, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais a été financée par des organismes de recherche privés, donc le Gaz de France, le Centre de technologie du gaz naturel. Donc, ça m'a mis en interface avec des gens du milieu, de l'industrie, donc ça a été une immense opportunité là, pour développer mon réseau de contacts. Et en fait, les gens qui m'ont incité à aller à la maîtrise m'avaient garanti que je trouverais un emploi facilement. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Le simple fait d'être mis en relation, de se faire un nom, de se faire connaître dans un créneau donné, bien, ça change toute une vie, en fait, parce que ça risque d'orienter la carrière d'un candidat jusqu'à la fin, jusqu'à la retraite. Je veux juste renchérir. Évidemment, indépendamment que ce soit encore là, on parle toujours de comparer bac ou les deux types de maîtrise de la question. Il ne faut pas oublier que quand vous rentrez dans le marché du travail, comme chez nous, indépendamment de tes connaissances, immédiatement, tu es coaché. Donc, tu continues ton apprentissage. Malheureusement, j'espère que vous le saviez, que l'apprentissage ne s'arrête pas là et ça va vite. Donc, on parle de logiciels. Les logiciels, il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, sont désuets, ils ont été remplacés par d'autres. Donc, évidemment, donc, la personne, donc le jeune, surtout qu'il soit ingénieur junior, va être piloté, parrainé, coaché par des experts internes, donc des personnes qui ont 20, 30 ans d'expérience dans le domaine, pour pouvoir, évidemment, un transfert d'informations pour que la personne puisse, évidemment, s'épanouir à l'intérieur de la firme. Et évidemment, la quantité d'informations que l'individu va capter est propre, évidemment, à l'individu. Le blocage va se faire par l'individu et tout au long de sa carrière, il va avoir, évidemment, à se mettre à jour en continu. Donc, être ingénieur, c'est une exigence d'être éveillé, de relever des défis en continu. Et évidemment, on a la mondialisation qui nous a apporté toutes sortes de visions positives comme négatives, mais ça nous a demandé d'avoir des compétences et des connaissances dans beaucoup de choses. Et nous autres, donc, pour l'efficacité énergétique et le développement durable en bâtiment, on parle juste de certification dans les bâtiments. Bien, il y a une vision européenne, anglaise, américaine avec la certification LEED, ou le BOMA, BES, un peu plus connu donc, au niveau Canada. Donc, automatiquement, ça demande de pouvoir connaître un peu ce qui se passe partout dans le monde et de pouvoir être évolutif. Donc, c'est un exercice vraiment continu. Et je répète, c'est vraiment les individus qui vont se démarquer. J'ai malheureusement des personnes qui soient au bac, en maîtrise ou au doctorat, qui arrivent, puis ils s'assoient malheureusement sur donc, leur diplôme. Ouf, j'ai terminé l'apprentissage. Malheureusement, non, c'est le début. Donc, tu as un bon bagage. Comme je mentionnais tantôt, tu as appris à apprendre, tu as approfondi ou à mieux réfléchir au niveau de la maîtrise, mais maintenant, c'est l'application de tout ça.
et pouvoir l'ajuster avec les besoins, donc la réalité qui est toujours économique et la progression, la compétition. Puis évidemment, plus qu'on progresse dans notre carrière, qui est évolutif, avec les jeunes qui arrivent, avec évidemment une vision plus mondiale. Donc, ça a tous des aspects en continu d'adaptation. Merci. Maintenant, j'aimerais vous demander, dans vos entreprises respectives, quelle est la proportion de vos employés qui ont un bac versus une maîtrise et en quoi les postes occupés par chacun de ces groupes-là sont différents? Est-ce qu'il y a des postes où vous dites ce poste-là, c'est totalement correct d'avoir un baccalauréat, mais pour d'autres postes, vous cherchez uniquement des gens qui ont une maîtrise? Oui, je pourrais commencer. Chez nous, on est 5 personnes avec un doctorat. On a une personne qui va graduer au mois d'avril. Puis elle a fait un stage d'été avec nous. Après ça, elle a fait une maîtrise recherche avec nous. Puis après ça, elle a fait un doctorat. Puis évidemment, bien, quand on va finir en avril, on va l'engager parce que cette personne-là est indispensable. Donc, on a 5 personnes qui ont des doctorats, puis après ça, on a 3 baccalauréats. Il n'y a pas de maîtrise parce que normalement, ils ont fini par faire un doctorat. Ils ont fini par faire un doctorat, puis on a une autre étudiante au doctorat aussi. Dans notre cas, je pense que j'ai répondu en partie à la question tantôt, il y a quelques centaines d'employés qui font d'ingénierie au baccalauréat et on est seulement quelques-uns qui avons le diplôme de cycle supérieur. Alors, c'est les postes pour lesquels on cherche des gens au cycle supérieur, c'est vraiment ceux qui font de la recherche et développement en imagerie. Là, il y a comme une espèce de noyau, on est un peu les bébites scientifiques de la compagnie. Et en quoi vos postes, donc, c'est vraiment particulier? En fait, on a besoin d'un petit côté inventeur. On a besoin de faire un logiciel avec des technologies qui n'existent pas encore et qu'on ne peut pas trouver dans aucun livre. Alors, on utilise... C'est ça qui est un peu différent du reste du développement dans la compagnie où il y a beaucoup de travail à faire. La plupart, c'est en utilisant des technologies existantes que les gens ont appris au bac, probablement. Dans notre cas, chez Biomomentum, nos clients, on vend des produits et on vend des services. Nos clients, normalement, pour nos produits, sont tous titulaires d'un doctorat. Puis nos clients, pour nos services, ils ont souvent des diplômes d'études supérieures aussi. Donc, nous, le fait qu'on ait de notre côté, les gens qui ont tu parles plus égal à égal, finalement, lorsque tu parles à ton client, lorsque tu peux te présenter comme ayant un diplôme d'études supérieures comparativement à celui qui va avoir un baccalauréat. Donc, pour nous, ça, c'est l'avantage, c'est la représentation. Dans un des cas, on est allé chercher quelqu'un d'hyper spécialisé en électronique, okay, puis en informatique. Puis des gens spécialisés dans le domaine biomédical, bien, il n'y en a pas tant que ça. Puis au bac, honnêtement, je ne sais pas s'il y a des gens ici, mais je ne veux pas dénigrer ce que vous faites, mais tu sais, ça couvrait pas finalement ce qu'on avait besoin. C'est qu'on est allé chercher quelqu'un qui avait fait un doctorat, que je connaissais en fait, puis qui avait travaillé sur plusieurs aspects, tant en électronique qu'en informatique. Puis ce type d'expertise-là, je n'aurais jamais retrouvé ça chez quelqu'un qui avait fait un bac. Là. Il y a un aspect un peu comique presque dans les compagnies où j'ai travaillé. Moi, je n'ai pas de doctorat, mais les quelques-uns qui ont des doctorats étaient présentés des fois comme presque carte de visite. Quand il y avait des visites de clients dans la compagnie, on faisait passer on entend les visiteurs passer, puis les gens en marketing disent ici, on a les chercheurs au doctorat. Et puis en Europe, le titre PhD a une très grande notoriété. D'ailleurs, si vous rencontrez quelqu'un qui a un doctorat européen, il faut faire attention de l'appeler docteur parce que ça peut être insultant de l'appeler monsieur Blémorin. Il faut appeler docteur Blémorin, s'il vous plaît. Et puis, alors, il y a... c'est ça. Les gens au doctorat peuvent presque être vus comme
la preuve que dans notre compagnie, on fait de la haute technologie, on a des gens au doctorat. Mais moi, je veux juste rajouter que Louis-Antoine, lorsqu'on était au bac, c'était le meilleur de notre cohorte. Et M. Saint-Amand, donc Oui. par rapport à la De notre différence. côté, je vais être rafraîchissant pour ceux qui se positionnent autant dans la salle qu'à distance. De notre côté, évidemment, on vend de l'expertise à une clientèle. Donc, la clientèle peut être privée et publique. Donc, de notre côté, on ne recherche pas nécessairement quelqu'un, puis même, je vous dirais, en pourcentage, on a des diplômes d'études collégiales, des bacs, des maîtrises. On a très peu de doctorats, voire nul, parce qu'on ne fait pas de recherche. Donc, on fait des applications. Donc pour ça que, comme je mentionnais tantôt, oui, c'est un avantage, mais ce n'est pas un prérequis pour nous. Pourquoi? Parce que notre clientèle ne le demande pas nécessairement. Ce qu'on va beaucoup plus axer, c'est sur le type d'individu, donc la caractéristique de l'individu, et les autres critères qu'ils vont aller chercher parallèlement. Donc, par exemple, en développement durable, si la personne est professionnelle agréée, donc PA Lead, bien ça, c'est un critère exigé dans les appels d'offres. Donc, de la façon dont nous autres, on fonctionne, il y a des appels d'offres sous invitation ou appels d'offres publics de divers organismes de l'État, où est-ce qu'ils vont demander nos services et on doit soumettre notre candidature. Des fois, c'est qualité, des fois, c'est prix, des fois, c'est les deux. Et ce qu'ils vont rechercher, c'est beaucoup l'expérience. Donc, à défaut, si quelqu'un, par exemple, a un bac et une maîtrise, versus quelqu'un qui a 10 ans d'expérience, bien, la personne qui a 10 ans d'expérience va être beaucoup plus valorisée pour établir. Donc, de notre côté, les titres donc, de doctorat ou de maîtrise est peu vendable ou on le met moins en vitrine. Ce qu'on recherche surtout, c'est le dynamisme du candidat, puis évidemment, une formation. Mais étant donné que de notre côté, puis un petit peu dans la même orientation que Martin, tu disais, l'efficacité énergétique est récent au Québec et le développement durable encore plus récent. Et les universités, donc ces programmes-là n'existaient pas il y a quelques années. Donc, il a fallu que nous autres, comme grosse firme, de développer à l'interne. Je ne dis pas qu'on est en compétition avec Polytechnique, mais on a développé un mécanisme de formation à l'interne. Donc, toutes les personnes avec plus d'expérience ont, dans leur établissement, dans leur tâche, dans leur façon de pouvoir les rencontrer. Donc, on a établi, par exemple, sur les heures de dîner, des rencontres avec les plus jeunes, puis des formations internes, et on va les guider parce que, bon, le rythme, les besoins suivaient peu. C'est sûr que le Québec a encore beaucoup à faire en efficacité énergétique en bâtiment, mais disons que ça progresse. Donc, de notre côté, il y a beaucoup d'encadrement à ceux qui le désirent. Donc, pour répondre à la question, on a de tout et on valorise tout. On valorise l'individu surtout. Et j'ai des personnes qui sont arrivées avec des diplômes d'études collégiales. Ce n'est pas nécessairement ma recommandation, mais si je parle de statistiques, qui ont énormément performé par de la volonté et parce qu'il y a une grande expérience à l'interne, il y en a tous les anges. Donc oui, c'est un plus-value, mais il y a vraiment de tout chez nous. Et dans votre cas, est-ce qu'il y a des emplois en particulier qui sont réservés aux détenteurs de maîtrise versus d'autres où vous préférez des gens qui ont un baccalauréat? On ne voudrait jamais éliminer quelqu'un qui finit du bac, qui est extraordinaire, dynamique, qui pourrait être un candidat extraordinaire, puis que si on exige une maîtrise, qu'on l'élimine, non. Donc, on va mettre une maîtrise, c'est un atout et c'est réel. Donc, souvent, le mot atout est souvent abusé, mais dans notre cas, oui, c'est un atout, mais jamais quelqu'un qui se présente avec un bac ne sera pas considéré. Donc, ça va être, évidemment, bon, c'est connu, mais je dirais que c'est commun, mais pas nécessairement connu. Un CV sert pas pour obtenir un emploi, mais sert vraiment de se démarquer pour obtenir une entrevue. Et là, c'est à l'entrevue que le candidat va se faire démarquer. Donc, moi, de mon côté, donc, je fais beaucoup de lecture de CV, j'essaie de retracer l'individu par son CV. Et s'il y a de l'intérêt, là, c'est en entrevue que je vais pouvoir vraiment voir l'individu s'il va pouvoir percer et être un bon représentant de notre firme. Donc, ça va être un plus-value, mais ce n'est pas un critère. On ne demandera jamais une exigence à ce niveau-là. Témoigner de notre expérience. En fait, donc, parmi mes collègues, il y a un ingénieur, en fait, un des ingénieurs qui est finissant, donc, et qui débute cette maîtrise en CFD, donc il exploitera intimement ces nouvelles connaissances acquises dans le cadre de ses tâches, ses activités dans l'entreprise.
J'ai également un collègue qui est d'origine française et qui a l'équivalent d'un master, donc une maîtrise dans le domaine de l'efficacité énergétique de manière assez générale et qui utilise ses compétences acquises, ses connaissances acquises au jour le jour, en fait. Et pour ma part, donc, j'ai fait une maîtrise ici à l'École polytechnique dans le domaine de la combustion industrielle. Donc, on a tous des formations en études supérieures, au fond, qui vont être au cœur de nos activités, donc qui vont nous servir à tous les jours. Les connaissances acquises au bac sont exploitées à un pourcentage plus limité, mais les connaissances acquises à la maîtrise, pour les 3 personnes que je viens de citer, nous sont d'un grand secours à chaque jour pour ce qui est des services que l'on offre. Ce sont des connaissances tout à fait pertinentes. Et pour les postes que vous affichez, où l'exigence est d'avoir un bac, donc la maîtrise n'est pas prérequis, comment sont perçus les candidats qui ont une maîtrise? Est-ce que c'est quand même, ça leur donne un atout ou c'est pas forcément pertinent? Comment vous considérez ça? Bien là, comme je mentionnais, moi, de mon côté, parce que vous autres, ça s'applique un peu Ça, moins. vous êtes, c'est jamais un prérequis. C'est un atout. C'est sûr que quelqu'un, pas encore là, je veux vraiment bien comparer. On ne compare pas quelqu'un qui sort avec un bac à 23 ans versus quelqu'un qui a une maîtrise de 25 ans, mais c'est sûr que c'est un atout. Si en plus la maîtrise est orientée dans ce qu'on recherche, donc quelqu'un qui a fait un bac, puis en plus une maîtrise soit en développement durable, efficacité énergétique, c'est évident que c'est un atout. Donc, pour nous, ça ne sera jamais un critère d'élimination, mais c'est un atout. Puis, comme je mentionnais tantôt, de ne pas avoir peur de bien le mentionner sur donc le CV pour attirer notre attention, pour au moins que ça résulte à une rencontre. Puis là, bien, c'est tout le plein potentiel de l'individu qu'on va pouvoir évaluer par la suite. Donc, pour nous, puis autant au niveau d'évaluation monétaire, oui, une personne qui arrive, je ne sais pas si ça va être peut-être une future question, qui a un avantage monétaire parce que, oui, il y a une compétence, il y a une connaissance. Donc, c'est un atout, c'est une évidence. Donc, ce n'est pas une élimination, mais c'est vraiment un atout. Je ne pense pas que c'est non plus un point négatif. Je pense que votre question, c'était est-ce que c'est un point négatif d'avoir une maîtrise pour un poste qui n'en demande pas? Dans notre cas, ça ne serait pas un point négatif du tout. Par contre, puis c'est vrai aussi, même pour les postes qui demandent une maîtrise, il faut, on ne veut pas avoir que des chercheurs purs. Ça prend les compétences, à la fois les compétences de base et les compétences plus pointues de recherche. Alors, si on se rend compte que le candidat n'est qu'un chercheur et qu'il aime focusser sur son petit domaine de recherche, et c'est le genre de personne qui ne veut pas voir l'ensemble ou qui ne veut pas installer son système d'exploitation lui-même sur son ordinateur, ça va être un point négatif. Et Marc-André, est-ce que vous considérez que pour vous, avoir une maîtrise, c'était indispensable pour avoir l'emploi que vous avez? Bien, je ne pense pas que c'est indispensable. On ne peut pas mettre le mot indispensable ou obligatoire. Moi, dans mon cas, c'est vraiment la cause directe de mon embauche parce que ma maîtrise était un projet de recherche avec le ministère des Transports. C'est sûr et certain que c'est une gigantesque vitrine pour le ministère des Transports que de faire un projet de recherche avec eux. Comme j'ai dit tantôt, ça m'a permis de rencontrer des gens qui ont pu voir un peu mon potentiel. Tu sais, quand tu connais un visage familier, tu rentres un peu dans la famille, un petit peu du domaine d'expertise de pointe, entre guillemets. Puis, c'est cette personne-là que quand j'ai écrit un petit courriel, ça l'a dit, mais c'est sûr tu sais, que je veux travailler avec toi. Fait que ça m'a carrément aidé à être embauché, mais je pense pas que c'est indispensable dans le sens que moi, j'ai fait le décompte aussi pendant qu'on jasait. Là, dans mon bureau, les ingénieurs qu'il y a, c'est pas mal varié dans le sens qu'il y a peut-être 3 personnes qui ont juste un baccalauréat, 2 personnes qui ont un diplôme d'études supérieures, DESS, là, à peu près 4 qui ont une maîtrise, puis 2 qui ont un doctorat, puis on n'est pas en compétition plus qu'il faut. À quelque part, on a besoin de tout le monde. C'est sûr que dans mon domaine, dans mon bureau, on est plus du côté du développement, là, des projets plus de recherche qui demandent un peu d'être créatif, comme on parlait tantôt. Fait que ça demande peut-être un peu plus de gens qui ont
études supérieures et même des doctorats. Mais je ne pense pas que c'est indispensable, du moins, là, pour tout ingénieur. Là. Je voudrais juste rajouter par rapport à ce que Louis-Antoine disait tantôt, et la difficulté souvent de la personne qui arrive de la maîtrise, principalement de recherche, pour un petit peu enchérir dans la même orientation, c'est, nous autres, on arrive avec les besoins de clients. Donc, par exemple, si on a un mandat, c'est 200 heures. On ne peut pas se permettre 201 heures. C'est 200 heures facturables. Donc, beaucoup d'individus vont avoir une grande difficulté d'adaptation à pouvoir se limiter aux 200 heures ou d'avoir un plan d'action bien établi pour respecter les 200 heures. Le client a besoin, donc, à évaluer, puis souvent à tort, mais on est obligé de respecter le besoin, soit économique ou des fois c'est un échéancier réel de temps, de pouvoir respecter ce 200 heures-là, et c'est souvent trop court. Et c'est trop court dans tous les cas. On a une frustration interne, je mentionnais tantôt, mais on est obligé de respecter notre clientèle. Et l'adaptation est très difficile parce que le jeune diplômé va vouloir continuer avec raison parce qu'il y a une passion et un défi. Il peut le faire d'une façon personnelle, mais le mandat s'arrête après ces 200 heures-là. Et ça crée une grande adaptation entre ce qu'on a vu, par exemple, à la maîtrise versus la réalité de respecter les besoins du client. Et il y en a deux d'entre vous où c'est beaucoup plus de la recherche et développement, donc Martin et Louis-Antoine. Alors, dans votre cas, vous cherchez donc principalement des gens qui ont une maîtrise ou un doctorat. Est-ce qu'il y a des cas où une personne avec une maîtrise va être préférée à quelqu'un qui a un doctorat? Bien, moi, j'ai personne à la maîtrise, donc on préfère les gens au doctorat. Moi, je n'ai pas vu de... je pense qu'on cherche quelqu'un qui a un côté scientifique. Souvent, le doctorat, c'est disons que c'est le diplôme qui officiellement dit que quelqu'un est un scientifique. Alors, souvent, on demande ça comme pour certains postes très scientifiques, mais franchement, quelqu'un à la maîtrise aurait les compétences aussi, ou même quelqu'un au bac qui aurait la même passion pour l'innovation serait accepté aussi. Je ne pense pas qu'il y a une si grosse différence entre... L'attitude de la personne est hyper importante. On a beau parler des diplômes puis tout ça, mais l'attitude, c'est ça qui est le plus important aussi. Et est-ce que, dans votre cas, vous cherchez des gens qui ont fait de la recherche spécifiquement avec le travail pour lequel vous l'embauchez? Nous, dans un des cas, on a engagé quelqu'un qui n'était pas du tout dans notre domaine parce qu'on voulait... on ciblait un nouveau marché pour nos produits. Donc, on est allé chercher quelqu'un qui avait un doctorat dans ce domaine-là, puis on l'a formé sur nos technologies. Puis maintenant, bien, lui, il peut parler avec les clients qui sont dans son domaine. Puis moi, je ne suis pas obligé de comprendre de ce qu'il parle, mais au moins, ça fait... Donc, c'est la raison pour laquelle on est allé chercher cette personne-là, dans ce cas-ci. Et Louis-Antoine? Je dirais idéalement oui, mais c'est souvent arrivé qu'on n'a pas réussi à trouver quelqu'un qui était spécifiquement dans le domaine. Alors, ce n'est pas une obligation. Mais quand je dis le domaine, moi, c'est un domaine large. Oui. Okay? C'était quelqu'un on cherchait quelqu'un en biologie qui a travaillé sur des cartilages. Il y en a plusieurs, là, juste à Montréal. Donc, on est allé chercher quelqu'un dans ce domaine-là. Donc, qui n'était pas ingénieur, mais qui était scientifique quand même. Mais je vais revenir, c'est très difficile là, de trouver quelqu'un qui fait exactement... Des fois, ça peut être tellement spécifique qu'il y en a 4 dans le monde là, qui ont fait ça. Donc, ce que tu vas chercher, c'est quelqu'un qui a la... Parce que quand tu veux quelqu'un au doctorat, tu veux quelqu'un qui a la rigueur scientifique. Fait que normalement, n'importe qui a fait un doctorat là. Puis après ça, à savoir sur quoi il a travaillé, c'est pas ça qui est le plus important nécessairement. On a déjà espéré trouver la perle rare qui nous amènerait rapidement. Mettons, quelqu'un qui a fait un doctorat sur un sujet dans un domaine qu'on voulait développer, puis on se dit que si on réussit à embaucher quelqu'un qui a fait un doctorat sur ce sujet-là, c'est comme s'il y a 4 ans d'avance. Il va nous amener 4 ans de connaissances, puis c'est effectivement très difficile à trouver. Là, il faut que le timing soit bon entre quelqu'un qui finit son doctorat, qui a envie de travailler à Montréal, qui a envie de travailler pour nous.
ça serait le match parfait, mais c'est rare que ça se produise. Finalement, vous avez développé à l'interne. On a développé à l'interne, mais comme tu dis, quelqu'un qui a la rigueur scientifique va être capable d'avancer puis d'acquérir les connaissances dont il a besoin. Ça peut être quelqu'un qui a fait une maîtrise recherche. Oui. Pas nécessairement qui a fait un doctorat. Et, M. Blais-Marin, dans votre domaine, de ce que je comprends, il y a plus d'emplois que de candidats en informatique. Donc, il y a une facilité à se trouver un emploi après un bac. Pourquoi quelqu'un devrait quand même prendre le temps de faire une maîtrise? En quoi ça le favoriserait? En fait, je pense que c'est vraiment pour une question de goût personnel. Il faut avoir le goût de faire la maîtrise. Je ne pense pas qu'il faut faire ça pour un futur avantage financier plus tard, ou parce que ça serait des calculs vraiment difficiles à faire et qui ne marcheront peut-être pas. Mais il faut avoir le goût de faire un peu de science à l'université. Alors, si ça vous tente de faire ça, je pense que c'est un bon moment après le bac pour le faire. Il y a pas, après, en industrie, on n'a pas toujours la possibilité de faire avancer un projet comme ça avec la liberté, des fois, qu'on peut avoir à l'université. Et le fait de faire une maîtrise, est-ce que ça leur offre des défis supplémentaires une fois embauchés? On peut espérer, mais à la fin, après quelques années, tous les candidats dans la compagnie vont évoluer, tous les employés dans la compagnie vont évoluer selon leur capacité. Alors, l'avantage qu'on aurait après une maîtrise, après quelques années, si on n'en profite pas, on peut être dépassé par quelqu'un qui a un baccalauréat et qui va avoir des postes beaucoup plus intéressants que les nôtres. Mm-hmm. Alors, je pense qu'il ne faut pas faire ça en espérant qu'on trouve l'emploi perle rare à la fin de notre diplôme, nécessairement. Donc, vraiment par désir personnel, par curiosité intellectuelle. Oui. Et j'aborde dans le même sens, si vous me permettez. Moi, je vois ça comme, si je fais une image, comme une course du 100 mètres. Donc, la personne qui a ma maîtrise, évidemment, j'exclus le doctorat pour nous, la personne de maîtrise va avoir quelques mètres d'avance. Mais là, lorsqu'il va avoir le signal de départ, donc oui, il va avoir une avance sur la personne du bac, mais le photo finish est au 100 mètres. Fait que si la personne court et défonce et continue, bien oui, il devrait arriver avant. Tandis que s'il ralentit, mais un petit peu comme mes deux confrères, le Martin et Louis-Antoine, ont mentionné, effectivement, le dynamisme de l'individu va faire toute la différence. Et qui va terminer premier, qui va être au 100 mètres, on ne sait pas. Donc, l'individu va falloir qu'il y ait un effort en continu pour réussir. Ça, c'est une évidence et ça se rattrape assez vite et de plus en plus vite si je compare avec les années, parce que la technologie avance, tout va évidemment extrêmement rapidement. Donc, ça demande un effort en continu. Et est-ce qu'il y a certains cas, et là ma question s'adresse à tous, est-ce qu'il y a certains cas où le fait d'avoir une maîtrise peut être un frein, par exemple au niveau du salaire qu'on doit payer à quelqu'un qui a une maîtrise versus un bac? Moi, je n'ai pas senti ça. De notre côté, non. Ce n'est pas un frein du tout. Évidemment, on a toute une charte qui est basée un petit peu sur les recommandations de l'Ordre des ingénieurs. On essaie surtout, nous autres, d'avoir une équité à l'intérieur de l'ensemble de la boîte, mais ce n'est pas un frein. Donc, à l'embauche, c'est déjà considéré, parce qu'on considère que le candidat arrive avec un plus-value. On ne fera pas de distinction monétaire entre de recherche ou la maîtrise court. Pour nous, c'est une maîtrise. Donc, c'est un 2 ans d'acquisition d'importance dans une spécialisation qui nous intéresse. Là, par la suite, c'est la loi du marché. Donc, on recherche un équilibre, puis une recherche de notre clientèle. Il nous arrive que des clients désirent absolument tel individu. Donc, c'est l'offre et la demande. Donc, par la suite, c'est l'individu qui... évidemment, on n'a pas de classification, étant donné qu'on est d'une firme donc publique, mais privée. Là. Donc, on est à la bourse, mais on n'est pas gouvernemental. Donc, la personne peut croître d'une façon exponentielle extrêmement rapidement, puis dépasser quelqu'un très rapidement. Donc,
c'est l'individu qui a tout entre les mains, c'est sa carrière, c'est là dans ses mains de notre côté. Et juste pour poursuivre, est-ce que ça s'applique, cette logique-là s'applique aussi aux gens qui ont un doctorat? De notre côté, on n'a personne qui a un doctorat, parce que ce n'est pas ce qu'on recherche à ce niveau-là. Donc, je ne me souviens pas, je pense qu'on n'a aucun candidat de chez nous. Donc, ça s'applique juste pour bac versus maîtrise chez nous. Et pour les autres, pardon, est-ce que dans certains cas, vous estimez qu'avoir une maîtrise n'est pas forcément un atout pour le candidat ou pas forcément... Point de vue monétaire, moi, je ne suis pas au négatif. courant qu'il y ait un désavantage parce que on penserait que la personne va demander trop cher. Je n'ai pas entendu parler de cette crainte-là quand on embauche quelqu'un. Pour notre part, en fait, l'année dernière, on a engagé un ingénieur qui était finissant de l'École polytechnique et on l'a incité à poursuivre ses études en parallèle avec son emploi pour acquérir des compétences complémentaires qui vont rendre service à l'entreprise. Donc, de très bon œil. Il n'y a pas je pense que par rapport aux États-Unis, où il y a certaines grosses firmes qui engagent des espèces de chercheurs étoiles qui ont des salaires étoiles aussi. Au Québec, je ne sais pas si à la fin de ton doctorat, il y avait des gens qui réussissaient à se trouver des collègues qui réussissaient à se trouver des emplois comme ça, mais on a moins cet écosystème-là d'entreprise avec le poste de scientifique étoile avec un salaire faramineux. Là. Moi, je ne suis pas au courant que ça existe au Québec. Et la plupart d'entre vous, vous avez vous-même poursuivi des études supérieures, donc avant d'entrer sur le marché du travail. Comment vous sentez que ça vous a aidé sur le travail, dans votre carrière et dans votre expérience de vie en général? Moi, je peux commencer. Oui. J'ai fait, je pense que c'est ça, je l'ai déjà dit, j'ai fait mon projet de fin d'études ici. Après ça, j'ai fait ma maîtrise, j'ai fait mon doctorat. Durant ma maîtrise, j'ai travaillé sur un instrument de mesure que j'ai développé avec le professeur pour lequel je travaillais. Puis maintenant, chez Biomomentum, c'est cet appareil-là qu'on vend. Puis durant mon doctorat, j'ai travaillé sur un deuxième appareil. Puis chez Biomomentum, c'est un deuxième appareil qu'on est en train de développer puis de peaufiner pour pouvoir vendre. Donc moi, évidemment, dans ma carrière, la maîtrise et le doctorat ont été un point central. Si je n'avais pas fait ça, bien, je ne serais pas où est-ce que je suis maintenant. Puis je le recommande s'il y a des gens qui veulent se partir en affaires, si c'est ça leur but. Tantôt, je parlais avec Marie-Josée, on s'est essayé de voir c'est quoi la meilleure stratégie. Est-ce qu'on part après le bac? Comment on va financer le projet? Parce qu'évidemment, tu te lances en affaires, tu as besoin d'argent. Qu'est-ce que tu fais? Puis, apparemment, il y a une nouvelle maîtrise en entrepreneurial, technopreneur qui va bientôt commencer. Puis, mais d'après moi, si tu veux te lancer en affaires, la meilleure façon de commencer, c'est de faire une maîtrise, d'après moi. Moi, c'est ce qui a fonctionné pour moi, mais si j'avais à refaire, je ferais exactement la même chose. Peut-être que je ne travaillerais pas sur le même produit, puis ça serait peut-être un nouveau produit, mais tu as 2 ans, tu as un projet de recherche, par exemple, de 2 ans, où est-ce que tu vas travailler sur un produit, tu vas te faire tu vas réseauter, donc tu vas connaître plein de gens dans ton milieu pendant ces 2 ans-là. Normalement, tu vas avoir une bourse qui va au moins te faire vivre. Tu étais au bac, donc tu es déjà avec un petit budget. Ça fait que tu peux continuer 2 ans sur ton petit budget. Puis, d'après moi, c'est la meilleure façon. Tu as le centre entrepreneurial ici à Polytechnique. Tu as un écosystème. Tout est en place pour pouvoir... donc, moi, la raison pour laquelle je suis ici, c'est pas pour expliquer aux gens pourquoi faire une maîtrise pour venir travailler chez Biomomentum. C'est plus pour donner le message, pourquoi vous n'allez pas faire une maîtrise pour vous partir en affaires après? Parce que moi, c'est ça que j'ai fait. Intéressant. Et les autres, qu'est-ce que ça vous a apporté professionnellement et personnellement, votre maîtrise? Moi, c'est un peu moins direct. Ce que j'ai fait à la maîtrise ne m'a pas suivi directement. Je n'ai pas travaillé dans le même domaine ensuite. Je pense que ça m'a apporté J'ai aimé le 2 ans où est-ce qu'on faisait de la science et puis on faisait du développement. Alors, et puis parler avec les autres gens du laboratoire et apprendre des nouvelles technologies. Ça, j'ai beaucoup aimé ça. C'est des belles années. Oui.
peux me témoigner de mon expérience oui. personnelle? En fait, j'ai eu la chance de faire une maîtrise fantastique où j'ai été en collaboration avec des gens qui venaient un peu partout dans le monde, qui faisaient des doctorats sur les mêmes montages expérimentaux que moi. Le projet sur lequel j'ai travaillé, qui portait sur le développement d'un lit fluidisé circulant interne, donc pour le traitement des déchets industriels, ça a été pour moi la porte d'entrée dans le domaine de la combustion industrielle, domaine que dans lequel j'ai œuvré toute ma carrière. Donc, en fait, s'il y a un message à passer, ça a déjà été un peu fait par mes collègues, c'est de choisir avec soin votre sujet de maîtrise parce qu'il risque de conditionner une partie de votre carrière et c'est probablement votre porte d'entrée vers le marché du travail. Et puis, donc, c'est important de choisir avec précaution. Pour ma part, ça a été une merveilleuse expérience de vie, en fait, compte tenu des échanges que j'ai pu faire avec mes collègues, les collaborateurs avec lesquels j'ai travaillé sur le développement de cette technologie-là. J'ai ensuite travaillé quelques mois comme associé de recherche dans le but de breveter l'installation et le montage expérimental que l'on avait développé. Donc, ça aussi, c'est une belle expérience. Et puis, comme cette technologie-là intéressait des entrepreneurs dans le domaine, donc c'est de cette façon-là que j'ai été mis en contact avec mon premier employeur. Donc voilà, pour moi, la maîtrise a été de très belles années, comme on le disait tout à l'heure, et assez fondateur au niveau de ma carrière. Moi, pendant que les gens parlaient, j'essaie de me faire me ramener les souvenirs de ma maîtrise, puis je réalise à quel point c'est super rapide, puis j'ai vécu tellement d'affaires, là. Tu commences avec l'idée que c'était beau dans mon bac, j'ai aimé ça, mais j'aimerais ça voir un petit peu plus fin. Puis là, moi, c'était dans le domaine, moi, j'étais en génie civil, puis c'était dans le domaine du transport. Puis on ne fait pas tant de cours que ça au bac, fait que je me disais, il me semble qu'il m'en faut plus. Puis on m'a amené dans le sujet de la congestion routière. Puis ça, c'est difficile à convaincre quelqu'un que c'est pas utile de s'intéresser à la congestion routière. Puis là, tu te rends compte que il y a le problème au Québec, mais il y a le problème partout dans le monde aussi. J'ai assisté à une dizaine de congrès différents un peu partout, à Washington, nous. Puis dans le cadre de ma maîtrise, j'ai eu aussi la chance de faire un stage de recherche aux États-Unis, dans une place à l'Université du Maryland, qui était spécialisée dans dans un logiciel d'analyse, de mesure de la congestion en temps réel. C'était beaucoup plus poussé que ce qu'on fait, mettons, ici au Québec, mais c'est le fun de pouvoir faire ça. Puis là, c'était avec une bourse, c'était dans la maîtrise. J'ai fait ça. J'ai eu la chance aussi d'aller participer à une conférence en Chine sur le sujet de la mobilité durable. Puis ça, c'est pas des choses que ton employeur va t'amener nécessairement à 24 ans. Là, écoute, on va t'envoyer là, mais ma directrice de recherche, Catherine Morancy, elle trouvait ça important de nous amener à faire ces projets-là. Puis, tu sais, en tout cas, j'aurais jamais cru au départ que j'irais effectivement aux États-Unis approfondir les connaissances, puis en Chine, là, voir ce qui se fait au niveau mondial dans la mobilité durable. Puis vraiment, c'est toutes des expériences uniques que je pense pas que tu as le loisir de faire si tu vas directement en entreprise dans les 2 premières années, là, à moins que tu es super chanceux. Mais moi, dans le fond, je me suis, entre guillemets, donné ce cadeau-là, de pouvoir faire toutes ces belles expériences-là à la maîtrise, que je ne suis pas certain que j'aurais pu faire si j'étais allé directement en entreprise. Fait que pour moi, ça a vraiment tout changé, effectivement, ma carrière. Du côté, comme j'ai dit, mon objectif était clair, les connaissances, mais aussi les contacts, autant au niveau Québec, des collègues qui font la maîtrise avec toi. Là, on était une quinzaine qu'on a gradué. C'est tous des gens que, moi, aujourd'hui, je travaille au ministère des Transports, mais c'est le fun d'avoir un collègue qui travaille à la Société de transport de Montréal, à l'AMT, que tu peux juste écrire un petit message texte au lieu de passer par la hiérarchie compliquée. C'est le fun là, de savoir qu'est-ce qui se passe. Puis là, tu as des contacts, tu as des amis un peu partout. Ça, c'était les contacts de ce niveau-là. Tu as les professeurs, tu as
si tu veux, les partenaires de recherche qui sont des entreprises, puis tu as aussi les gens à l'international que tu as rencontrés dans les différents colloques, dans les différents congrès, que c'est sur ton LinkedIn, c'est des gens que tu as rencontrés, que tu as partagés. C'est quoi la philosophie du transport à Montréal, mais c'est quoi aussi en Europe, c'est quoi aussi aux États-Unis. C'est complètement fou là, de faire ces rencontres-là. Fait que moi, je dirais à tout le monde que si tu veux essayer de te faire ce cadeau-là, c'est l'occasion. Je vais juste renchérir, Marc-André. Vas-y. De notre côté, bon, la raison pourquoi je suis dans une firme internationale comme WSP, c'est une de ces raisons-là. Parce qu'effectivement, on a un besoin local de pouvoir répondre aux besoins de notre clientèle québécoise, mais une force, un petit peu comme tu mentionnes, on a des bureaux partout dans le monde. Donc, oui, il y a des rencontres régulières, il y a des échanges. Par exemple, régulièrement, tous les mois, je rencontre d'une façon soit virtuelle ou physique tous mes collègues à travers les bureaux à travers le monde pour échanger. Où est-ce qu'on en est en efficacité énergétique? Et où la France ou où les États-Unis? Et oui, il y a un grand partage. Et c'est faux, effectivement, avec la mondialisation, j'en parlais tantôt, il y a une vision. Je donne un exemple concret, l'échangeur Turco, pour donc parler au niveau trafic. Donc, je reste dans le même thème. On a gagné donc le projet de l'échangeur Turco. Oui, c'est un mélange de compétences et de visibilité locale. Donc, on a des bureaux ici près, et la conception a été réalisée à notre bureau de Montréal et Laval, mais on a de l'expertise mondiale. Donc, des échangeurs, on n'est pas tout seul à avoir cette problématique-là. Ça se fait partout dans le monde, des échangeurs, et on a fait venir donc des experts de New York, de Londres, de notre firme, qui sont présentement ici et qui vont apporter leur vision et leurs défis. Donc, la vision mondiale a beaucoup changé, évidemment, les interrelations, mais oui, c'est des éléments chez nous quotidiens. Parce qu'on ne peut plus, c'est ceux qui ont un besoin très spécifique d'une caisse populaire, bien oui, on est capable localement de bien répondre. Mais moindrement, tu t'en vas dans un niveau plus élevé. Puis je prends un autre exemple concret, le projet Le Phare à Québec, qui devrait devenir le plus haut bâtiment au Québec. Donc, on parle de 65 étages. Donc, ça va être l'immeuble le plus haut au Québec. Mais c'est nous autres aussi qui l'avons gagné, avec une expertise locale, mais avec une expertise mondiale. Donc, c'est un CV d'individus, c'est un partage de données, de logiciels, de façons de faire. Et c'est ça le présent et l'avenir. Mais oui, on peut bien le faire, mais c'est sûr qu'un de mes objectifs, c'est d'être dans une firme donc, qui pourra avoir cette réalité-là. Et c'est des projets de carrière là, donc, de mes gars. Là. Mais oui, ça peut se faire de diverses formes, mais ça peut se faire en entreprise aussi. Il y a quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé. J'essayais de me rappeler l'ambiance pendant ma maîtrise, mais là, on est 5 qui travaillons en industrie, mais la maîtrise puis le doctorat peut mener aussi à une carrière universitaire. Je n'ai pas beaucoup de conseils à donner à ceux qui veulent devenir professeur d'université ou chercheur à l'université, mais ça, si c'est votre objectif, essayez de trouver des conseils de gens qui ont réussi, parce que ce n'est pas facile. D'après ce que j'ai compris, c'est un milieu où est-ce que il y a beaucoup de compétition. Et avant de passer aux questions des gens présents, j'aimerais, si vous pouvez, en une phrase, si vous aviez à résumer un conseil à donner à quelqu'un qui se pose la question en ce moment, à savoir s'il doit faire une maîtrise ou non, ou s'il est sur la bonne voie avec sa maîtrise, qu'est-ce que vous diriez là, en une phrase à quelqu'un qui vous pose cette question-là? En fait, faut dire qu'il faut, quand on fait une entrevue puis qu'on a des candidats à la maîtrise, plusieurs candidats à la maîtrise, des candidats au baccalauréat, à la fin, on veut trouver quelqu'un qui est bon. Alors, si vous faites une maîtrise, assurez-vous, ou un doctorat, assurez-vous de faire une bonne maîtrise et un bon doctorat pour être convaincant en entrevue. C'est pas parce que vous avez une maîtrise ou un doctorat que ça vous donne un laissez-passer pour avoir un dossier faible. Si vous n'êtes pas convaincant dans votre dossier, c'est pas parce que vous avez un doctorat que vous allez être engagé. Hein, ça ne fonctionnera pas. Moi, je dirais là-dessus, c'est pas parce que je veux dire, pour être bon, il faut, je pense, être motivé puis intéressé. Fait que je pense que si j'ai un conseil, moi, à donner, c'est de trouver ce qui vous intéresse de faire dans votre carrière. Puis des fois, c'est en allant jaser avec les étudiants qui sont là, qui vont vous dire un peu qu'est-ce qu'eux, ils font, avec les professeurs qui
ça va vous donner une idée de qu'est-ce qui pourrait vous intéresser, là. Mais moi, ce que j'aurais à dire aussi, c'est faites-vous confiance là-dedans. Je pense qu'on a juste une opportunité là, de faire une maîtrise. Puis, si vous hésitez juste assez pour dire « je pense que ça me tente », moi, j'irais… Quitte à dire, bien finalement, écoute, j'ai une opportunité dans l'entreprise, j'ai une offre d'emploi, puis bon, bien, regarde, on la finira plus tard, la maîtrise, ou on fera ça en maîtrise cours, diplôme de cycle supérieur. Mais si vous hésitez au point à vous dire, je ne suis pas sûr, moi, je m'inscrirais, puis je me ferais confiance, aller rencontrer les gens, puis bien, bonne chance. De mon côté, un format qu'on aime beaucoup, c'est les stages. Donc, un stage, pour nous, c'est extrêmement valorisant. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que l'individu soit malheureux. Donc, on parle, puis là, c'est bien, parce qu'il y a plusieurs orientations, certains besoins. Il y en a qui sont faits pour des firmes d'experts conseils comme nous, d'autres pas. Donc, un stage permet, de notre côté, d'évaluer le candidat, d'évaluer l'individu, et surtout pour l'individu, d'évaluer si le contexte, la forme, convient à ses aspirations. Donc, c'est un bel échange, un engagement court terme et permet d'évaluer. Et surtout, si c'est le stage de fin d'études, bien, ça nous permet à la fin de pouvoir voir que est-ce que de chaque côté, c'est profitable? Bien, en ce temps-là, bien, il y a une carrière qui peut démarrer à ce niveau-là. Donc, ça, c'est une forme qu'on aime beaucoup. Donc, les stages, on est très ouvert à cette forme-là. Donc, moi, un petit peu dans la même orientation, si vous allez en maîtrise, puis surtout en efficacité énergétique, on a des besoins criants. Souvent, on est obligé d'aller, nous autres, embaucher donc, des partenaires en France ou même dans divers en Asie, où est-ce qu'il y a un avancement. Donc, allez-y, donc, soit en efficacité, en développement durable, restez ouvert, il n'y a jamais de mauvais choix. Donc, même si vous pouvez vous réorienter, ce n'est pas final, il y a des réorientations de carrière, mais foncez. Puis un petit peu, là, le terme dynamisme est là. Effectivement, c'est difficile de pouvoir voir un candidat sur un CV. Pour notre part, évidemment, on a une plus grosse machine, on a donc un département de ressources humaines. Donc, moi, personnellement, j'ai une équipe en ressources humaines qui m'aide beaucoup. Les CV, on essaie de pouvoir bien identifier, mais comme tu as mentionné, c'est à l'entrevue. Puis, ce qu'on veut, on est convaincu de la compétence de l'individu, surtout si l'individu a réussi une maîtrise. On ne met pas en doute cet aspect-là. Ce qu'on veut voir, c'est le dynamisme de la personne. Puis de mon côté, je veux voir les affinités. Est-ce que la personne va bien dans son milieu, cadre bien avec nos aspirations? Parce qu'être heureux, on parle beaucoup de technique, mais moi, je veux finir donc ma petite conclusion. Être heureux dans la vie, c'est très important. On est tous ingénieurs ou vous êtes en voie de le devenir. On a toute une aspiration technique. Là, je vois du monde qui ont tout être heureux de ce qu'ils font, puis ils ne regrettent pas. Mais moi non plus, ma carrière, je ne le regrette pas du tout. Je l'ai cheminé en fonction de mes aspirations, des ouvertures de poste, en fonction de où j'étais rendu dans ma carrière. Mais être heureux, c'est important. Puis il n'y a pas de mauvais choix. Vous pouvez faire cette vieille adage, là, faire le bas arrière pour mieux se propulser. Et n'hésitez pas à cet aspect-là. Donc, puis il y a des candidats chez nous qui sont restés, puis qui ont une carrière florissante. D'autres, à peu de temps après, sont aperçus qu'ils n'étaient pas dans le bon domaine, et je trouve ça positif. Parce qu'ils seraient malheureux, et moi, un candidat malheureux, un employé malheureux, pour moi, ça n'a pas sa place. Il faut être heureux, puis il faut s'épanouir dans ce qu'on fait, peu importe ce qu'on fait. Ma dernière phrase. Oui, si vous faites une maîtrise, faites-le pas pour rajouter une ligne dans votre CV. En effet. Faites-le pas non plus pour pouvoir espérer avoir, je ne sais pas combien, 3-4 % de plus quand vous allez commencer votre emploi. Faites-le pour l'expérience que ça va vous apporter, puis puis impliquez-vous à 100 % dans la maîtrise, parce que si tu fais une maîtrise et tu es impliqué à 80 % bien, tu n'auras pas les expériences, tu n'iras pas en Chine faire une conférence, tu n'iras pas faire un échange en Italie, tu vas complètement manquer le bateau. Ça va paraître à l'entrevue. Oui, c'est ça. Puis ça va paraître à l'entrevue. Donc, fais la maîtrise, fais-la à 100 %, il va y avoir plein d'opportunités qui vont s'ouvrir à toi. Fais-la pour toi, c'est ça que tu veux dire. Exactement. Hein? Faites-le pour vous, ce n'est pas pour des considérations futures. Là. Exactement. C'est pour votre plaisir, intérêt.
Et vous, votre Pour conseil? compléter, en fait, je dirais peut-être, je rappellerai mon expérience personnelle. Je me souviens d'avoir hésité à la fin de mon bac à faire une maîtrise. J'avais fait un projet de fin d'études qui était très intéressant dans le domaine de l'analyse des risques industriels. Et bon, j'ai simplement été curieux. Donc, je suis allé voir les profs que j'avais aimés. Je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils avaient sur la table, si jamais j'avais un intérêt pour la maîtrise, qu'est-ce qu'ils étaient prêts à me proposer. Et en fait, mon choix n'était pas du tout fait. Et puis, lorsque l'on m'a proposé le sujet sur lequel j'ai travaillé finalement, en fait, j'étais séduit. Donc, j'ai eu le goût, et on le disait tout à l'heure, pour être heureux et avoir donc, du dynamisme dans son emploi par la suite. Il faut aimer le créneau que l'on a choisi. Donc, choisissez avec soin en fonction de vos domaines d'intérêt à vous. Soyez curieux et donc choisissez en fonction de vos propres intérêts. Merci. Bien, merci à vous pour vos conseils, pour vos explications. J'aimerais maintenant me tourner vers vous. Alors, si vous avez des questions à l'ensemble des panélistes ou à un en particulier, c'est le moment de vous manifester. Soyez pas gênés. Salut tout le monde. Alors, je voudrais savoir si quelqu'un a fait son bac à l'extérieur du Canada, mais il est venu ici pour faire une maîtrise, est-ce qu'il aura les mêmes chances ou pas pour être embauché? Très bonne question. Je vais juste répéter la question parce que vous n'avez pas de micro. Donc, la question est, si quelqu'un fait son bac à l'extérieur du Canada, est-ce qu'il a les mêmes chances à la maîtrise ici? Ou les mêmes chances sur le marché? Est-ce qu'il a les mêmes chances sur le marché du travail que quelqu'un qui a fait son bac ici? De notre côté, totalement oui. Donc, on ne fait pas de distinction, puis on a de tout. Donc, on a des personnes qui ont commencé leur bac à l'extérieur du Québec, qui sont venus faire leur maîtrise ici. Donc, j'ai des candidats qui c'est l'inverse, qui ont fait leur bac et maîtrise à l'extérieur du Québec, qui sont tous considérés. Nous autres, où est-ce qu'on va mettre une grande emphase, c'est la qualité du français. Donc, c'est pour ça qu'on va favoriser beaucoup, parce qu'on travaille évidemment dans un environnement du Québec, puis on va travailler beaucoup en France aussi. Donc, l'aspect français est très, très important. Donc, autant à l'oral et surtout à l'écrit, d'une façon générale. Mais nous autres, on ne fait pas de distinction en tant que telle. Ce qu'on recherche principalement, c'est le dynamisme et la compétence de base. Nous, dans notre cas, on reçoit souvent des CV de l'étranger, mais on n'a jamais engagé quelqu'un de l'étranger. Puis je ne crois pas que ça va arriver un jour. Donc, pour nous, parce qu'il y a déjà plein de gens au Québec. Il y a déjà plein de gens qu'on peut engager. Le bassin, là, il est là. On n'est pas obligé d'aller chercher des gens à l'étranger. Donc, si tu es à l'étranger, puis toi, ton rêve, c'est d'aller t'installer à Montréal, puis tu as déjà un bac, bien, la meilleure façon, c'est évidemment de faire une maîtrise. Ou un diplôme d'études supérieures, ou de faire un certain diplôme sur place, puis après ça, commencer à connaître les gens en place. Parce qu'évidemment, nous, on a quand même une bonne proportion de gens qui viennent de l'extérieur. Mais l'intégration, le temps que tu connaisses les gens en place, c'est long. Donc, l'idéal, d'après moi, c'est de faire une maîtrise. Moi, je dirais la même chose. J'ai un collègue que lui, il vient de Syrie, pour le nommer, mais lui, il a fait un doctorat ici à Polytechnique, puis il travaille avec moi au ministère. Puis lui, il a dit, c'est ma manière de m'intégrer, de faire un doctorat. Puis moi, je pense que ça peut être un avantage d'engager quelqu'un comme ça, surtout dans mon domaine, en guillemets, de transport, parce qu'il amène une vision différente. Lui, dans son pays, le transport n'est pas pareil. Il y a une manière de voir la solution qui est différente. Donc, ça peut être d'autant plus enrichissant d'avoir des gens qui sont d'origine différente de Montréal ou Québec. Fait que c'est clairement que ça peut être un avantage. Ça dépend tout le temps comment on le vend. Ou on le ça présente, dépend aussi là, de ce que l'entreprise recherche. Parce que comme employeur aussi, tu as quelqu'un, par exemple, qui t'envoie son CV de n'importe où, d'Italie, puis il veut venir s'installer au Québec. Mais si tu l'engages, il va rester combien de temps? Tu ne sais pas. Est-ce qu'il va s'intégrer? Est-ce qu'après 6 mois, il va se rendre compte que non, finalement, Montréal, OK, au mois de janvier, j'aime pas ça, je retourne chez nous. Mais donc, le fait que si la personne elle vient s'installer, elle a déjà passé 2 ans, elle a des amis ici, là, tu peux t'attendre à ce qu'elle va rester. Là. Parce que quand tu engages quelqu'un, tu investis dans cette personne-là. Tu ne veux pas qu'elle s'en aille après 6 mois. Et juste pour enchérir, mais je suis d'accord avec Marc-André, ça peut être un avantage. Comme nous autres, en efficacité énergétique,
le Québec a certains retards par rapport à plusieurs endroits. Donc, si on a une expérience réelle de mœurs ou d'établissement, bien, oui, effectivement, en plus d'une égalité, ça peut être un avantage tout dépendant de l'origine et des compétences de l'individu. Donc, c'est toute mise en cours. Donc, on évalue l'ensemble des avantages et inconvénients de l'individu. Une autre chose que je pourrais rajouter, nous, on a quelqu'un qu'on a engagé qui, elle, a décidé de trouver l'équivalence. Elle vient d'Égypte. Puis, donc, elle s'est dit, bon, bien, je veux faire reconnaître mon baccalauréat d'Égypte ici au Québec par l'Ordre des ingénieurs. 3 ans que ça a pris. Ah oui. Donc, lorsqu'on l'a engagé selon il y avait un programme, là, puis finalement, ça s'est super bien passé. C'est une très, très bonne personne. Tout fonctionne bien. Mais j'ai demandé pourquoi tu n'as pas fait une maîtrise à la place. Tu sais, tu arrives ici, tu as déjà passé 2 ans. Donc, elle, c'était financier, c'était moins cher de faire les équivalences parce qu'elle n'était pas obligée de s'inscrire à l'école, puis comme ça. C'est son choix, mais je trouve que ça n'a pas été nécessairement le bon choix de faire reconnaître l'équivalence, puis de tout se retaper des études qui n'en finissent pas sur la thermodynamique, puis ces choses-là, que, OK, c'est fini, on n'en parle plus. D'après moi, elle aurait dû faire une maîtrise, puis après ça, ça s'est bien passé pour elle quand même, mais selon moi, elle aurait dû faire une maîtrise. D'autres questions? Oui? Ma question a deux volets. Le premier volet, ça reste pour le premier volet, pourquoi créer 2 types de maîtrises, maîtrise professionnelle, maîtrise recherche? Quel est le gap entre les deux? Vous pouvez répondre aussi. Oui. Voulez-vous qu'on ait une question à la fois? Donc, la première question, alors, c'est pourquoi est-ce qu'il existe une distinction maîtrise professionnelle, maîtrise recherche? Donc, moi, je pourrais répondre. Dans mes amis là, qui ont fait un ou l'autre, la maîtrise recherche, c'est vraiment pour dire je m'intéresse à un sujet précis, je veux m'investir dans un long laps de temps dans ce sujet-là. Souvent, c'est des gens qui ont le temps aussi de le faire. Là. Tu ne peux pas tant faire une maîtrise recherche en même temps que tu travailles. C'est beaucoup rare, là, à moins que tu sois vraiment dans l'entreprise avec laquelle. Mais si tu veux faire une maîtrise recherche, c'est vraiment que tu as le temps de t'installer puis de la faire à 100 %. Puis c'est sur le long terme. Tandis qu'une maîtrise courte, souvent, c'est plus pour des gens qui veulent faire ça plus rapidement, puis qui ont juste certains cours qui ont besoin pour le travail. Ils n'ont pas besoin nécessairement de faire la grosse recherche qui va avec. Puis, des fois, c'est aussi des gens qui veulent la faire, mais sur le long terme, de soir, parce que ça se fait aussi, un cours par session. Puis, à la fin, on a une maîtrise courte. Puis, comme je dis, pour moi, ça serait très difficile de faire une maîtrise de recherche de soir. Faut vraiment, je ne pense pas qu'il y ait un professeur qui va dire ben moi, je suis à temps partiel avec toi pour ta recherche. Je pense que c'est important là, d'être à temps plein. Fait que c'est 2 types de clientèle. Puis je pense pour ça que ça a été créé, la maîtrise professionnelle, en guillemets, pour des gens qui sont professionnels peut-être, puis qui veulent quand même avoir des cours de recherche. Oui. Peut-être complémentaire, puisqu'il m'avait posé la question. Il y a différents types, il y a différentes raisons pour faire une maîtrise, ça a beaucoup été discuté, mais il y a beaucoup de gens qui font une seconde spécialité. Donc, quelqu'un qui a été en génie mécanique va se spécialiser en génie industriel. Quelqu'un qui a fait du génie chimique va aller chercher un complément en génie électrique, pour différentes raisons. Et là, la maîtrise professionnelle prend tout son sens, parce qu'ils ont besoin d'apprendre des connaissances qu'ils n'ont pas acquis au bac. Donc, dans la reconversion ou dans une formation complémentaire, pour avoir 2 têtes, une maîtrise recherche serait sans doute pas suffisante. On ne peut pas faire de recherche dans un domaine qu'on ne connaît pas. Et peu de cours, c'est sans doute insuffisant. Donc, sur cet aspect double compétence, la maîtrise recherche est très importante. Et puis, il y a à Polytechnique quelques domaines. En génie civil, il y en a quelques-uns sur la structure où ce qu'on apprend au bac n'est pas suffisant pour être réellement opérationnel sur le marché. Et là, il faut vraiment un grand crédit de cours supplémentaire pour arriver à maîtriser toutes les techniques et outils dans cette discipline. C'est pas dans tous les domaines, mais il y a des domaines de ce type-là. Donc, il peut y avoir structurellement dans différents domaines des raisons pour faire une maîtrise professionnelle. Acquérir des connaissances, ça peut, dans certains domaines, être très utile sur le marché.
baccalauréat, on fait certaines spécialités, et ils veulent se spécialiser dans d'autres. Il est clair qu'une maîtrise professionnelle va élargir le spectre des connaissances que tu vas acquérir, alors que la maîtrise recherche va développer plutôt des compétences. C'est plutôt des compétences que des connaissances que tu vas développer en maîtrise recherche. En maîtrise professionnelle, tu vas développer plus des connaissances que des compétences. Et vous aviez une deuxième question pour le La panéliste? deuxième question, c'est que, est-ce que quand vous recevez des CV, vous tenez en compte des expériences acquises à l'étranger, par exemple? Est-ce que quelqu'un n'a pas pris ces expériences, soit au Canada ou en Amérique? Donc, pour répéter la question pour le Facebook. Alors, quelle est comment vous tenez compte des expériences acquises à l'étranger? Bien, moi, c'est dans le même teneur de la réponse de tantôt. Donc, on regarde l'ensemble de l'œuvre. Ça ne peut jamais être défavorable. Donc, ça peut être une bonification d'une expérience à l'étranger. Donc, apporter quelque chose de nouveau. On considère, lors d'une lecture de CV, on considère l'ensemble. Et des fois, c'est des petits éléments, et tu le parlais tantôt un petit peu, Martin, de ne pas avoir peur de les mentionner, de le faire ressortir. De dire que vous êtes bon, ce n'est pas de la vantardise. De dire que vous êtes le meilleur, ça, c'est un autre élément. Donc, ce n'est pas avoir peur de le mentionner. Puis oui, on considère, ça peut être un grand avantage d'avoir travaillé dans un secteur où est-ce qu'on va avoir une panoplie. J'ai une philosophie, un individu a des forces et des carences. Une équipe n'a pas de carences. Donc, j'aime avoir de tout horizon, de tout azimut, de réflexion pour qu'en équipe, il y ait des échanges pour que le produit final pour le client soit optimisé. Parfait. D'autres questions? Oui, en avant ici. C'est quand, durant vos études pour bac, que vous êtes dit que vous voulez faire des études supérieures? D'accord. Donc, à quel moment vous avez décidé que vous alliez faire des études supérieures? Moi, je l'ai déjà dit tantôt un peu, là, dans le fond, c'est 4 ans le bac. Puis moi, le BMI, je pouvais le faire seulement à partir de la 6e session. Fait que c'est vraiment là que je l'ai décidé dernière minute, entre guillemets. Puis c'est vraiment à cause que j'ai des amis qui m'ont dit « Tiens, moi, je me suis inscrit au BMI. » Puis ça s'est fait comme ça. Je pense pas que c'est une mauvaise chose de s'inscrire. Ça coûte rien de s'inscrire, ou presque. Moi, c'était après un stage avec un professeur durant l'été, tout simplement. Puis là, tu as travaillé pendant 4 mois sur un projet de recherche. Tu te dis, hey, je vais continuer à faire ça, puis j'ai décidé de faire une maîtrise. Donc, c'est avec le même professeur que vous avez c'est avec le même professeur tout le long. Un peu mon expérience aussi. Donc, c'est après, au projet de fin d'études, en fait, le sujet était très intéressant. Le professeur m'a bien stimulé. Puis donc, il m'a proposé des sujets de recherche qui étaient vraiment très intéressants. Donc, on a convenu d'un sujet, et puis c'est après le projet de fin d'études que ça s'est décidé. Ça a été assez tôt au bac, je ne sais pas pourquoi, qui me disait que j'allais continuer à la maîtrise. Je pense que c'est une bonne idée de le savoir d'avance parce que, surtout pour maîtrise recherche, il faut trouver un professeur, un sujet de recherche, idéalement des subventions. Tout ça prend quand même du temps à mettre en place, alors faut y penser un peu d'avance. Au moins 1 an d'avance. Oui. Bien, moi, c'était pas d'avance, mais ça l'a vraiment bien tombé. Je ne veux pas décourager les gens qui sont comme moi, c'est la dernière minute, et qui sont sur le buzzer, puis que ça marche quand même. Non, mais j'ai eu des bourses quand même. La 6e session, c'est la 3e année. Bien, non, en fait, c'était comme la fin c'était la fin de la 7e. Moi, c'était un peu mélangé à cause du BMI, là. Le BMI, c'est pas la 7e. C'était effectivement à la fin de la 7e session. C'est vrai. Puis tu as une subvention? Bien, par après, oui. Okay. Je ne l'ai pas eu sur la première année, mais je l'ai eu sur la deuxième année. Vous ne commandez pas forcément aux gens d'attendre. Ça marche quand même. Oui. On a le temps pour une dernière question, mais vous aurez le temps de discuter. Il y a un petit cocktail après, vous aurez le temps de discuter avec les panélistes. Donc, dernière question, oui? Oui. Comment est-ce que vous voyez une maîtrise en gestion de projet technologique dans une firme d'ingénierie? Parce que je pense pas que les gens vont entrer quand même un peu plus. On va surtout avoir des besoins plus techniques que des besoins de gestion de projet. Comment est-ce que vous voyez ça peut-être dans un mois? D'accord. Pour répéter la question, c'est quelle est
l'intérêt de la maîtrise en gestion de projet technologique particulièrement? Bon, de mon côté, je ne connais pas évidemment la teneur du programme exactement. La seule chose que je peux mentionner, à la base, nous étions une firme de génie conseil, un peu comme je mentionnais tantôt. Maintenant, c'est de l'expertise conseil. Donc, c'est-à-dire que notre vocation, et évidemment, au Québec, il y a beaucoup de bonnes firmes d'ingénierie. Ce qu'on veut faire, c'est donner une expertise technique à notre clientèle très vaste. Donc, on a des biologistes, des géologues, des physiciens, des chimistes. On a de tous les secteurs pour répondre aux besoins de la clientèle. Donc, oui, on a donc une unité de gestion de projet. Donc, je crois bien qu'ils peuvent répondre à l'ensemble des besoins au niveau de la gestion. J'aurais tendance à dire que toute spécialisation qui s'adresse à une clientèle privée et publique, à des besoins d'expertise conseil, si oui, il y a de l'intérêt. Et si ce n'est pas développé, on va le développer. S'il y a un besoin, bien évidemment, WSP va être là pour répondre aux besoins de la clientèle, pour offrir toute l'amalgame de l'expertise conseil qu'on a besoin. Puis on en a parlé un petit peu d'entrée de jeu. Et si on ne l'a pas à l'interne, bien on va s'allier. Donc, on a des projets en commun ensemble. Donc, on n'est pas des compétiteurs, mais on s'allie. Si c'est un besoin ultra spécifique, vraiment ponctuel pour un besoin, bon, on va s'associer avec un spécialiste, donc un expert dans un domaine précis, et on va réaliser une équipe. Parce qu'évidemment, de notre côté, on ne voudra pas embaucher ou développer un expert si ça arrive que ponctuellement, mais on va s'allier avec des experts plus spécifiques dans des projets. Très bien, merci. Alors, pour récapituler un peu ce qu'on retient de vos expériences, donc maîtrise professionnelle, recherche ou maîtrise ou non, on voit que ça dépend beaucoup de ce que le candidat souhaite faire, de où il souhaite travailler. Je pense en recherche et développement, c'est un peu indispensable. Souhaitez de faire une maîtrise recherche. En génie conseil, vous privilégiez surtout l'expérience et l'expérience professionnelle et les compétences. Puis, on constate aussi que la principale motivation de faire une maîtrise doit être, bien, je pense, l'intérêt pour le sujet, le désir d'aller chercher une compétence précise en vue d'une carrière dans un domaine précis, puis la curiosité intellectuelle de vouloir aller plus loin. Donc, les motivations peuvent varier d'une personne à l'autre et selon le type d'emploi, le type d'entreprise pour lequel le candidat souhaite travailler. Alors, on espère que ça a répondu à vos questionnements et vous aurez l'occasion, donc, comme je le disais, de discuter avec les panélistes pour les prochaines minutes si vous avez des questions plus ciblées. Alors, merci à tous d'avoir été là. Je cède la parole à Mme Bourassa. Donc, comme Mme Watik l'a mentionné, mon nom est Maude Bourassa. Je suis la conseillère aux futurs étudiants pour les études supérieures. Donc, pour la plupart d'entre vous, vous avez reçu un courriel de ma part pour vous inviter à participer à la table ronde. Donc, je vous remercie d'avoir été présents en si grand nombre et j'ai suivi le Facebook Live également. Donc, on a eu environ 80 personnes qui ont assisté assidûment à la table ronde tout au long. Donc, ils étaient là, pas seulement de passage, mais bien, ils écoutaient ce que vous aviez à dire. Mais ils vont manquer le cocktail. Ils vont manquer le cocktail. Donc, je voulais remercier premièrement l'ensemble de nos panélistes qui ont su nous livrer vraiment des conseils d'exception sur plusieurs aspects de l'emploi, donc tant entrepreneurial, tant dans le domaine de la recherche, tant dans le domaine du génie conseil. Donc, c'est très, très apprécié. J'espère que vous avez apprécié aujourd'hui. Et sans eux, bien évidemment, mais l'activité n'aurait pas pu avoir lieu ce soir. Je tiens également à remercier Mme Bouchra-Watik, donc, qui est journaliste scientifique pour l'émission Découverte à Radio-Canada, qui a gentiment accepté d'animer cette table ronde. Et puis, elle a su faire en sorte que l'information de nos panélistes puisse vous être divulguée. Donc, également, il va sans dire que
sans vous, sans les gens en ligne également, l'activité n'aurait pas eu lieu. Donc, personne pour écouter tous ces bons conseils. Donc, merci de votre présence et surtout en cette fin de session. Donc, je sais que vous êtes très chargés. J'imagine que l'activité vous plaisait énormément. Vous aviez envie de savoir ce qu'il y avait comme information à être divulguée. Donc, j'espère que ça a répondu à vos attentes. Et si vous avez d'autres questions, comme on le mentionnait, il y aura un cocktail, petite bouchée et coupe de vin au Perrier qui seront servis. Vous pourrez continuer à discuter avec nos panélistes.